Il y a 2 jours, la chaîne 12 en Israël rapportait que si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran, eux vont attaquer l'Iran. Et regardez Israël aujourd'hui. Ils sont à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, et en même temps, ils veulent attaquer l'Iran. Est-ce que c'est une façon de montrer qu'ils veulent forcer les États-Unis à rester dans la région, ou pas? Est-ce une posture politique de la part de Benjamin Netanyahou? Parce que nous savons qu'il est lui aussi confronté à de nouvelles élections en Israël. Je pense que c'est les deux. Je veux dire, Netanyahou, on le sait, s'est présenté comme le président de la sécurité. On sait aussi que depuis le 7 octobre, il élargit l'ampleur et l'intensité de l'offensive militaire d'Israël contre ses voisins parce qu'il n'a pas réussi à gagner à Gaza. Il a donc dû étendre le combat au Liban. Ensuite, il l'a étendu à la Syrie et maintenant à l'Iran. Et soit dit en passant, il n'a remporté aucune de ces batailles. Aucune ne s'est déroulée comme prévu. Il pourrait ne pas gagner les élections qui approchent. Il est donc engagé dans une lutte politique pour sa survie. Ce qu'il n'a pas mentionné dans tout ça, en revanche, c'est ce qui se passe ici aux États-Unis, avec la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027. La section 219 dans la version de la Chambre des représentants et la section 1217, je crois, dans la version du Sénat. Cela efface essentiellement la frontière entre les États-Unis et Israël sur des aspects cruciaux de la production de défense, du partage de renseignements, du partage de technologies, tout ça. Si cela est adopté, alors les États-Unis ne feront pratiquement plus qu'un avec Israël. Et donc, vous savez, les États-Unis seront désormais indirectement impliqués dans tout ce que vous venez de mentionner, d'une manière ou d'une autre, surtout sur le plan politique. Donc, vous savez, je pense que c'est ça, la stratégie. Je veux dire, c'est littéralement l'exemple classique de manuel du genre de parasite qui prend le contrôle du corps de son hôte. J'ai écrit là-dessus. J'ai comparé Israël à la guêpe verte et l'Amérique au cafard américain. La guêpe verte pond ses œufs dans le cafard américain, qui lui sert d'hôte. Ensuite, la larve prend le contrôle du cafard. Et le cafard fait essentiellement ce que la larve lui dit de faire, jusqu'à ce que la larve le dévore de l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Le parasite israélien implante des larves en Amérique. Des larves sous la forme de la loi d'autorisation de la défense nationale, ces 2 sections, qui conduiront ensuite à d'autres infections. On en voit déjà des signes quand le secrétaire d'État Marco Rubio dit que si vous avez un jour parlé contre Israël, vous n'obtiendrez pas de visa pour les États-Unis. Donc, en substance, il fait de la liberté d'expression un crime. Et vous savez, c'est ainsi qu'Israël survivra, en prenant le contrôle de l'hôte américain. Mais la poursuite de la guerre, partons du principe qu'ils vont fournir à Israël des renseignements et des armes. Le corps, les capacités physiques, ne sont pas là pour mener toutes ces guerres en même temps. Il faut autre chose. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis vont rester là-bas pour toujours? Eh bien, enfin, vous savez, Israël a maintenant son mot à dire. Et c'est ça qui est triste. On ne peut pas dire « Israël, vous ne comptez pas ». C'est un problème purement américain. Israël a désormais son mot à dire sur l'orientation que prendront les États-Unis à l'avenir. Mais soyons parfaitement clairs sur un point. Israël n'a pas la capacité de s'en prendre à l'Iran seul. C'est donc une menace creuse, totalement creuse. Israël ne peut faire ça que si les États-Unis s'engagent, et les États-Unis ne peuvent plus s'engager. Israël n'a pas résolu le problème de sa défense aérienne. Je pense que les Iraniens ont clairement indiqué aujourd'hui que lors des journées où ils ont tiré le plus de missiles pendant cette guerre, ils en produisaient davantage qu'ils n'en dépensaient. L'Iran se renforce.
Et les missiles qu'ils produisent aujourd'hui, j'ai écrit là-dessus. Vous savez, j'ai dit que cette guerre est en grande partie un laboratoire pour les Iraniens. Tout le monde disait que c'était un laboratoire pour les États-Unis et Israël qui utilisent des armes de pointe et tout le reste. Vous savez, cette arme se retournait contre vous. Qu'avons-nous appris de notre expérience en laboratoire? Qu'aucune de nos armes ne fonctionne comme elle était censée fonctionner. Elles sont toutes nulles. Qu'ont appris les Iraniens? Qu'aucune des armes américaines ne fonctionne comme elle était censée fonctionner. Elles sont nulles et ils ont appris comment les mettre davantage en échec. Ce que les Iraniens ont appris sur la défense antimissiles balistique, c'est qu'il est très important d'avoir des missiles capables de manœuvrer. Et aujourd'hui, on voit sortir des usines iraniennes des missiles de plus en plus manœuvrables. Les Iraniens constituent donc désormais un stock assez important de missiles balistiques avancés, capables d'échapper à toutes les options de défense aérienne et d'infliger des dégâts considérables aux lieux qu'ils visent. Cela signifie qu'Israël n'a aucune capacité à se défendre. Et la situation est encore aggravée par le fait que, vous savez, la pénurie d'armes aux États-Unis met Israël en danger. Écoutez, le commandant des forces navales américaines du commandement central a pratiquement dit que si le président ne lui donne pas davantage d'intercepteurs, il devra retirer des destroyers de la mission de surveillance qu'ils assurent actuellement. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les destroyers américains au large des côtes israéliennes sont importants, ni le rôle qu'ils ont joué. Vous savez, parmi les missiles qui ont été interceptés, il est très probable que beaucoup l'aient été par des missiles tirés depuis ces navires. Donc les retirer affaiblirait encore davantage Israël. L'idée qu'Israël puisse affronter l'Iran sans être détruit est donc absurde. Et les Israéliens le savent. Je pense donc que Netanyahou bluffe pour l'instant. Pensez-vous qu'ils vont obtenir quelque chose de ces négociations entre Israël et le Liban? Parce qu'après tout, si Israël continue son occupation du sud du Liban, tôt ou tard, il y aura un nouveau conflit entre les deux camps. Je pense que, si cela se produit, Benjamin Netanyahou se retient peut-être simplement à cause des élections. Peut-être que juste après les élections, quelles qu'elles soient, ils reprendront activement les combats dans le sud du Liban. Et à Gaza, c'est la même chose. À Gaza et en Cisjordanie, vous voyez, la guerre ne s'est jamais arrêtée, malgré le cessez-le-feu. Mais la question, c'est le sud du Liban, Scott. Si j'ai bien compris, le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale en Iran, dans sa déclaration avant de prendre ses fonctions, avant d'être nommé à ce poste, c'était une annonce, une déclaration de ce Conseil, a évoqué tous les fronts, la Palestine, le Liban, l'Irak en faisait partie. Ça m'a surpris, l'Irak. Pourquoi l'inclure? Mais il voit toutes ces composantes de l'axe de la résistance comme un ensemble. Et le nouveau chef a tweeté la même chose hier encore. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez, quand la Syrie est tombée, quand Assad est tombé, la Syrie a été recréée à l'image d'Al-Qaïda. Vous savez, les Iraniens ont reconnu que c'était une défaite pour eux, que c'était un revers. Ils l'ont dit. Pardon? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était une défaite. À 100%. C'est une défaite. Mais ils ont aussi dit, du moins certains hauts responsables iraniens à qui j'ai parlé, ils ont dit, vous savez, nous sommes en Syrie depuis très très longtemps et nous avons établi de très bonnes relations au niveau local. Et l'idée que, vous savez, la chute d'Assad aurait coupé le cordon ombilical entre l'Iran et le Hezbollah est risible. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui en est la preuve. D'abord, cela montre que le Liban avait
que le Hezbollah avait, une grande capacité à tenir malgré toutes les pertes qu'il a subies. Il dispose toujours de ressources. Mais l'efficacité de ce que fait le Hezbollah en ce moment, notamment dans la guerre par drone, est, je pense, liée à ses relations avec la force Quds iranienne, qui assure activement le réapprovisionnement en utilisant des filières qu'ils connaissent, mais que personne n'intercepte. Et donc, l'idée que le Hezbollah va, d'une manière ou d'une autre, dépérir sur pied, pour ainsi dire, est absurde. Il se renforce et il fait du tort à Israël, beaucoup de tort aux forces israéliennes. Les Israéliens ne peuvent pas le vaincre. S'ils en avaient été capables, Israël l'aurait déjà vaincu. Mais le Hezbollah est là. Quand vous dites que le Liban négocie avec Israël, je ne pense même plus que les Libanais soient d'accord avec ça. Car je pense que l'actuel président du Liban est considéré comme un vendu, un homme qui a, en substance, permis la poursuite de l'occupation du territoire libanais en disant que ce n'est pas illégal si nous la soutenons. Je crois qu'il a avancé cet argument, ce qui est risible. En réalité, cela a considérablement renforcé le Hezbollah parce que beaucoup de Libanais, qui peuvent être fatigués du conflit, reconnaissent désormais que la seule façon pour le Liban de survivre en tant qu'État souverain, c'est d'avoir des responsables politiques qui, vous savez, croient en la souveraineté du Liban. Et je pense que le Hezbollah entre dans cette catégorie. Donc, je pense que le Hezbollah gagne en réalité de plus en plus de poids politique au Liban, davantage que les Israéliens et les États-Unis ne voudraient le voir et ne veulent le croire. Scott, j'aimerais passer à ce qui se passe en Ukraine. Les Russes estiment que les États-Unis sont impliqués dans la guerre en Ukraine sous l'administration Trump. Ils y sont impliqués jusqu'au cou. Ils parlent des drones utilisés par Palantir. Vous savez, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils utilisent Starlink, toutes ces connexions, et nous savons que tout cela vise à faire de l'argent. Mais quand il s'agit du renseignement, quand il s'agit de conseillers militaires, tout repose sur les États-Unis, qui fournissent les informations aux Ukrainiens et aux Européens. Et c'est ce gouvernement qui était censé mettre fin à la guerre en 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat de la présidence de Donald Trump, et il n'a rien fait. En gros, il n'y a aucune négociation active, rien ne se passe. Et il dit que la guerre n'a aucun impact sur les États-Unis. Donc ce n'est pas l'une des priorités de la politique étrangère américaine. Où situez-vous les États-Unis? Pensez-vous qu'ils vont laisser la guerre en Ukraine au prochain président? Je suppose que la guerre entre les États-Unis et l'Iran sera laissée au prochain président des États-Unis, de la même manière que Joe Biden et son administration ont géré la guerre en Ukraine, et en gros, l'ont laissée à Donald Trump. Est-ce que la guerre en Ukraine va se poursuivre, comme nous le voyons en Asie occidentale? Le lobby israélien, qui est si puissant aux États-Unis, ne veut pas perdre le terrain militaire. Mais qu'en est-il de l'Ukraine? Selon vous, que se passe-t-il en Ukraine? Eh bien, vous savez, j'ai vu l'information selon laquelle les États-Unis avaient repris le partage de renseignements avec les Ukrainiens. Vous savez, on avait dit que nous l'avions interrompu. Mais cela fait très longtemps que nous jouons avec le soutien en matière de renseignements aux Ukrainiens. Très longtemps. Vous savez, lorsque nous avons fourni les missiles HIMARS en juin 2022, les HIMARS ne peuvent pas fonctionner sans des données de ciblage préparées par les États-Unis. C'est simplement la nature du système. Ils doivent savoir exactement où se trouve le lanceur, exactement où se trouve la cible. Cela permet d'établir les positions connues à partir desquelles des algorithmes GPS peuvent être créés, puis programmés dans le système de missiles. Ensuite, vous réglez le système de guidage inertiel. Vous tirez,
Il est guidé vers un point précis au sol grâce au GPS. Mais c'est le système inertiel qui le maintient sur sa trajectoire. S'il dérive, le GPS repère cette dérive et il peut frapper une cible à moins de 10 mètres du point visé. C'est plutôt impressionnant. Ça ne peut pas fonctionner sans les États-Unis. En tout cas, ça ne pouvait pas fonctionner sans les États-Unis. Mais ensuite, les États-Unis ont commencé à jouer à des jeux. D'abord, le GPS a cessé de fonctionner. Les Russes l'ont brouillé comme jamais. Et pour les HIMARS, vous n'avez pas l'option Starlink. Alors les Ukrainiens ont commencé à mener leur propre collecte de renseignements, puis à créer leurs propres algorithmes de ciblage qu'ils pouvaient ensuite charger dans les HIMARS. Donc, vous savez, ils n'avaient pas GRASS. Mais le HIMARS n'est pas censé être l'arme absolue, l'arme qui résout tout. C'était une arme pour laquelle le soutien du renseignement comptait au début, mais ça a cessé d'être le cas. Aujourd'hui, avec les drones, le soutien du renseignement est important pour désorganiser le réseau de défense aérienne russe. Il permet à l'Ukraine de frapper les points faibles dans certains cas et de mener ses frappes en profondeur afin de faire passer ce missile-là, ce drone-là. Mais ce n'est pas un changement décisif. Un rapport récent est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, il examinait, depuis avril, je crois, les frappes de drones ukrainiens contre la région de Moscou. Et le chiffre, je crois, est d'environ 1400 drones lancés pendant cette période. La grande majorité d'entre eux ont été abattus avant d'atteindre le deuxième anneau de défense aérienne. Moins de 10% sont parvenus jusqu'au dernier anneau de défense aérienne. Et savez-vous combien de drones ont franchi ce dernier anneau de défense pour entrer dans Moscou? Un seul. Ça fait un taux de réussite d'1 sur 1400. Quand on parle d'un drone FP1 à $55 000, c'est tout simplement une manière de faire la guerre à un coût prohibitif. Et cela avec le soutien du renseignement américain, avec l'aide américaine au ciblage. Donc, le point que j'essaie de faire comprendre, c'est que le renseignement américain n'est pas un facteur qui permet aux Iraniens de gagner la guerre. Et pourtant, on nous le vend comme si c'était ce que nous faisions, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, oui, c'est pas un facteur qui permet aux Ukrainiens de gagner la guerre. Ils utilisent un système de communication appelé Link 16, mais ils n'ont pas le vrai. Ils ont une solution de contournement, parce que personne ne fait confiance aux Ukrainiens avec le vrai système. Ils n'obtiennent qu'une solution de contournement. Mais même comme ça ne les aide pas. Parce que par exemple, l'élément essentiel de Link 16, c'est de permettre au système intégré de défense aérienne de mieux fonctionner. Or, ils n'ont aucune défense aérienne. Ça aide aussi les F-16 à s'intégrer à l'ensemble du combat. Mais si un F-16 essaie de le faire, il se fait abattre. Les États-Unis ont quasiment abandonné l'Ukraine. On fait des choses bizarres, comme donner à la Turquie l'autorisation de revendre de vieux systèmes qui ne fonctionnent pas. Les anciens attaques MS. Pourquoi la Turquie les vend-elle? Parce que leur date d'expiration est arrivée, bébé. Ils ne marchent pas. Hurrah pour l'Iran, hurrah pour l'Ukraine. On se retrouve avec, vous savez, du matériel de niveau mondial, mais au sens des déchets. Et pourtant, tout le monde pense faire de l'argent. C'est simplement une façon de faire gagner de l'argent aux Turcs. Au lieu de retirer ce matériel du service et de le faire exploser, ils peuvent le refiler aux Ukrainiens et gagner un peu d'argent. Mais ça ne changera rien. Il n'existe aucune technologie capable de changer la donne. Il n'y a pas, vous savez, de force militaire ou de posture militaire qui puisse changer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les États-Unis ont pratiquement reconnu qu'ils ne peuvent rien faire pour aider les Ukrainiens à gagner. Ils ne vont pas leur donner de PAC-3. Ils ne vont pas leur accorder de licence pour les PAC-3.
Ils ne vont pas leur donner la capacité d'acquérir des technologies sensibles parce que personne ne fait confiance aux Ukrainiens. L'Europe, beaucoup de paroles, pas d'actes. La coalition des volontaires ne veut pas retirer des missiles patriotes de ses stocks pour les envoyer à l'Ukraine parce qu'elle craint les conséquences. Se retrouver trop faible si la Russie tournait son regard vers les pays baltes, par exemple. L'Ukraine a donc aussi été abandonnée par les Européens. Il n'y aura pas de solution miracle. Alors, où en est-on dans ce conflit? L'Europe, et dans une moindre mesure les États-Unis, partent globalement du principe qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre sur le champ de bataille. Ils savent aussi qu'avec le temps, l'Ukraine se trouve dans une situation socialement intenable. Cet hiver va être un hiver noir. Ça veut dire un froid glacial, pas de chauffage, pas d'électricité, pas de gaz, pas de nourriture, rien du tout. La vie est incroyable. Et ils savent que ça va arriver. Zelensky a quasiment admis que ça allait arriver. Ils ne peuvent rien faire pour se sortir de cette situation. Alors sur quoi se concentre-t-il en ce moment? Parce qu'il y a énormément de propagande qui sort de ce conflit. Il suffit de se connecter aux réseaux sociaux. Vous savez, le nouvel algorithme d'Elon Musk inonde tout de propagandistes pro-ukrainiens qui nous expliquent à quel point les frappes de drones ukrainiens sont terriblement efficaces, à quel point elles transforment la vie des Russes à Kherson et en Crimée en enfer sur terre. Et vous savez, ces sources pro-ukrainiennes sont ensuite reprises et relayées par, vous savez, d'autres personnes. L'information, c'est une guerre de l'information qui se déroule en ce moment. Ensuite, cette information est censée résonner et se propager à l'intérieur de la Russie. Et elle est censée susciter un débat en Russie, où les gens commencent à se demander si Poutine, et même si ce n'est pas vraiment ce qui se passe, des gens disent que ça se passe, alors les gens ont tendance à croire que c'est réel. Et puis les Russes commencent à se poser des questions. Oh, est-ce que ça se passe vraiment? N'est-ce pas là tout le principe de la guerre psychologique? Détruire la société de l'intérieur. Et c'est la seule chose qui se passe en ce moment. Tout le reste, c'est un carnage au front. La campagne de drones est au point mort. Oui, ils terrorisent les Russes. Mais ce n'est pas une stratégie qui permet de gagner la guerre. En ce moment, les Ukrainiens y vont à fond, à toute vitesse, jusqu'au 20 septembre. Le 20 septembre, ce sont les élections législatives en Russie. C'est là que la Russie votera pour la Douma d'État. L'objectif des Ukrainiens ici, c'est de délégitimer le pouvoir de Vladimir Poutine, de le faire paraître faible. Vous savez, et moi aussi, qu'il y a des gens qui disent exactement ça, que Poutine est faible. Ils disent que, vous savez, des gens le remettent désormais en question en Russie même, que certains disent qu'il est peut-être temps que Poutine s'en aille. Eh bien, c'est exactement ce que la guerre psychologique est censée faire. Créer cette incertitude. La mauvaise nouvelle, pour ceux qui propagent ces absurdités, c'est quel est aujourd'hui le taux d'approbation de Poutine. 76%. Eh bien, il est en difficulté, vous ne croyez pas, Need? Parce qu'aucun homme politique, avec 76%, n'a jamais remporté une élection. Ça n'est jamais arrivé, pas vrai? Et je peux aussi vous dire que d'ici le 20 septembre, son taux de soutien dépassera probablement les 80%, parce que toutes ces campagnes en cours n'ont pas éloigné le peuple russe de Poutine. Au contraire, ils se sont ralliés autour de lui, et il joue très bien cette situation. Vous l'avez vu, il est allé à la Douma, a épinglé quelques médailles sur la poitrine de certaines personnes, puis il a pris la parole. Cet homme a dit « Nous vous soutenons, Monsieur le Président, mais vous devez être plus audacieux. » Le président s'est tourné vers la Douma et a dit « Je dois être plus audacieux ?» Il a répondu « Oui. » Il a dit « Vraiment? Je pensais que je l'étais déjà. » Est-ce que je dois être plus audacieux? Oui. D'accord, je vous entends. Je ne vais pas être plus audacieux. Je vais faire très attention à ce que je fais.
Mais j'entends ce que vous dites, et ne vous inquiétez pas, je vous couvre. On vous aime, Vladimir Poutine. Vous pensez que c'est la Douma qui risque d'être remplacée par quoi? Yabloko? Le parti d'opposition qui vient d'être interdit d'élection parce que c'est une bande de pantins financée par la CIA? Enfin, il n'y a pas d'opposition politique significative à Vladimir Poutine. Les partis qui ne font pas partie de Russie unie vont rivaliser pour savoir lequel est le plus pro-Poutine à l'approche de cette élection. Parce qu'en ce moment, le sentiment en Russie, ce n'est pas « mon Dieu, il faut sortir de cette guerre ». C'est « mon Dieu, il faut gagner cette guerre ». Et Poutine a une stratégie gagnante, et il commence à le reconnaître. Alors vous savez, vous avez vu ce qu'il a fait à Novosibirsk aussi. Je veux dire, Novosibirsk, la 3e plus grande ville de Russie. L'économie qui connaît la croissance la plus rapide, l'une des villes les plus importantes de toute la Russie. Et Poutine s'y est rendu, puis il se dirige vers l'aéroport. Et là, vous avez une foule de gens, des partisans, qui se préparent à lui faire signe. C'est spontané, ce n'est pas préparé à l'avance. C'est là. Et Poutine, vous savez, à Novosibirsk, ou disons qu'il y a certains problèmes politiques, que tout ne va pas bien politiquement. Disons-le comme ça. Poutine arrête son convoi, sort, s'approche, sans aucun filtrage préalable. Il est entouré, assailli par les gens. Aucune inquiétude, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que cet homme est aimé. Cet homme est aimé. Je veux dire, c'est complètement fou. Donc l'idée, c'est cette stratégie visant à créer un Maïdan à Moscou. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que le peuple russe perde confiance en son gouvernement, se soulève contre le gouvernement et renverse le gouvernement de Vladimir Poutine. C'est un peu comme la folie de la position américaine. Si vous tuez le guide suprême, l'Iran s'effondrera. Là, ils se disent, si nous pouvons gagner, si nous pouvons faire sortir Russie unie du Parlement, et si nous pouvons créer suffisamment d'incertitudes politiques à l'intérieur du pays, alors Vladimir Poutine tombera. Et quand Vladimir Poutine tombera, tout le reste se mettra en place, parce que la Russie se disloquera. Nous aurons notre Boris Eltsine 2.0 en place. On va faire remonter les oligarques. On va piller le pays, le démanteler en plusieurs morceaux. Tout ira bien, et le peuple russe sera d'accord avec ça, lui aussi. Il dira, c'est ce qu'on veut. On veut être démantelé. On veut être faible. On veut revenir aux années 90. Quel genre d'imbécile pourrait croire que le peuple russe voudrait ça? Vous savez, les Russes savent ce qui s'est passé dans les années 90. Ils ne veulent plus jamais revoir ça. Est-ce qu'il y a des Russes qui disent « Oui, vous savez, 25-26 ans de Poutine, j'aimerais voir un nouveau visage ». Bien sûr, il y en a qui le disent. Mais quand vous leur demandez « Quel nouveau visage ?», ils répondent « Eh bien, on ne sait pas ». Et est-ce que vous voulez changer de cheval en pleine guerre? Non. On reste sur les chevaux, non? Tout ça, ce sont des propos délirants. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. Ça va échouer. Et le problème quand on fait monter tout ça, quand on nourrit ces attentes d'un effondrement politique, parce que vous savez, on le voit, on voit ce qu'ils disent en ligne, ce n'est pas tenable. L'économie russe va s'effondrer. Wildberries va provoquer des faillites massives et l'effondrement de l'économie, de la bourse, de tout le reste. Ce n'est que catastrophisme et noirceur. C'est fini. Les gens sont contre Poutine. Ils commencent à remettre Poutine en question. Des files d'attente pour l'essence et oh mon Dieu, c'est horrible. Il va tomber. Et que se passe-t-il le 21 septembre quand Russie unie contrôle solidement la situation? Poutine surfe sur une vague de soutien de 84-85%. Qu'est-ce qui arrive à tous les propagandistes là-bas? Tout s'effondre. C'est comme une économie de bulles spéculative. Sauf que là, c'est une propagande de bulles. Et quand elle éclate, il n'y a plus rien pour maintenir le soutien continu de l'Europe et des États-Unis à l'Ukraine. Et l'hiver arrive. Et cet hiver, ce sera un hiver très noir, sombre, froid, désastreux pour les Ukrainiens.
Zelensky l'admet lui-même, en quelque sorte. Il n'a rien fait pour préparer l'hiver. Et ce n'est pas tout. Tout empire, parce que sa décision d'étendre ce conflit pour obtenir ce moment de propagande où des entrepôts brûlent avec de grandes flammes et des colonnes de fumée noire censées prouver que la Russie s'effondre, s'est retournée contre lui. Car la Russie s'attaque maintenant à l'ensemble du réseau de distribution ukrainien. Tous les entrepôts, les usines, tout disparaît. Et c'est la fin de leur société. Andrei Ilnitsky, le général qui a élaboré la guerre mentale en 2021, l'a développé davantage en 2023 et continue encore aujourd'hui. Il a récemment publié un article dans lequel il disait « Vous savez, tous ceux qui préconisent une frappe en Europe, ce n'est pas nécessaire. Car maintenant que la Russie a retiré les gants, il y a entre 30 et 33 centres de décision distincts en Ukraine, des centres de gravité. Et s'ils sont frappés, l'Ukraine s'effondre. C'est fini. » Et il a dit, maintenant, il semble que la Russie intègre les 33 dans l'équation. Et je pense que c'est là où nous en sommes actuellement. C'est quelque chose que la Russie aurait pu faire militairement il y a 2 ans, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. On ne gagne pas les guerres uniquement sur le champ de bataille. Si, sur le champ de bataille, vous faites des choses qui amènent, par exemple, la communauté internationale à dire « Vous allez trop loin », c'est injustifiable. On ne peut pas vous soutenir. Désolé, la Chine commence à s'inquiéter un peu de ce qui se passe. Il faut garder la Chine avec soi. Il faut garder l'Inde avec soi. Il faut garder toutes ces nations avec soi. Et pour ça, il faut être pragmatique, concret, mesuré, et ne pas faire monter l'escalade. Je veux dire, il y a 2 ans, auriez-vous pu imaginer que la Russie ferme tous les ports ukrainiens de la mer Noire, sans le moindre mot du monde? Pas le moindre mot du monde. Pas le moindre mot du monde. Il y a 2 ans, ils auraient hurlé « Poutine essaye d'affamer le monde ». Pourquoi? À cause de cet effort de propagande, de ces attaques de drones. Le monde dit « Russie, vous avez réveillé l'ours. Alors ne vous plaignez pas maintenant que l'ours est sorti de sa tanière et qu'il vous frappe de ses pattes. » C'est la réalité. Il n'y a aujourd'hui aucun soutien pour l'Ukraine. La Russie est en train de faire s'effondrer son économie. Comme je l'ai dit, en fermant les ports de la mer Noire, 60% de l'économie ukrainienne va désormais dépérir. Ils ne peuvent pas acheminer leurs céréales jusqu'au marché. Tout le système est touché. C'était donc une erreur stratégique de la part des Ukrainiens et de leurs alliés occidentaux de mener cette action. Parce que cela a légitimé tout ce que la Russie ne pouvait pas faire il y a 2 ans. Maintenant, elle le peut, politiquement, y compris sur le plan intérieur. Je veux dire, vous ne voulez pas créer une situation où vous donnez vie à un mouvement d'opposition. Et vous savez, la Russie, même s'il y avait des gens, je me souviens qu'en 2024, je suis allé dans le Donbass. J'ai fait un petit tour de la Novorossia. Et je dois vous dire que je me souviens de l'état d'esprit des Russes. J'ai écrit un article qui s'adressait autant aux Russes qu'à l'Occident. Mais c'était en substance. Ces gens croient en la Russie, vous savez. Mais ils se demandent, où est la Russie? Beaucoup de gens pensaient cela. Parce qu'à la même période, je me rendais à Novosibirsk, Yekaterinbourg, Ijevsk, Kazan, et ainsi de suite. C'était une nation qui n'était pas pleinement en guerre. Une nation où beaucoup de gens disaient « Nous n'aimons pas Bandera et nous n'aimons pas l'expansion de l'OTAN. Mais avions-nous vraiment besoin de cette guerre ?» Avait-on vraiment besoin d'une guerre avec l'Ukraine? C'était pas une majorité, mais il y avait suffisamment de gens qui pensaient ça pour que la dernière chose qu'un gouvernement russe veuille faire, ce soit de les amener à se dire « Ouais, non, là, c'est trop, mec. Trop, c'est trop. » Et soudain, vous avez une opposition viable. Donc Poutine devait jouer ses cartes avec beaucoup de prudence.
Il fallait garder le contrôle sur le champ de bataille sans mobilisation massive. Il y a eu cette mobilisation ponctuelle de 300 000 personnes. Mais ensuite, en maintenant le soutien de la population, vous obtenez chaque mois 20, 30, 40 000 volontaires qui s'engagent, ce qui permet à l'armée de continuer à s'étendre et à se renforcer. Il faut aussi gérer l'économie de manière à maintenir l'économie civile et commerciale en fonctionnement, tout en assurant la défense. Vous ne pouvez pas basculer rapidement vers une industrie de défense parce que cela provoquerait une rupture. Il faut conserver le soutien du monde pour que les gens ne soient pas seulement, vous savez, de votre côté sur le plan diplomatique, mais qu'ils investissent aussi. Vous savez, l'un des grands signes de la victoire de la stratégie de Vladimir Poutine, c'est ce qui s'est passé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin dernier. 80 milliards de dollars ont été investis en Russie à ce moment-là. Et ce, alors que la Russie est attaquée par des drones. L'une des raisons pour lesquelles ils ont investi, c'est le discours que Vladimir Poutine a prononcé lors de la séance plénière. Il n'a pas mentionné la guerre une seule fois. Il a simplement parlé d'opportunités de croissance et de stabilité. Il a évoqué la guerre pendant la séance de questions-réponses et il en a parlé avec beaucoup de fermeté. Mais le fait est que Vladimir Poutine a été un génie dans sa manière de jouer cette partie. Et ce qu'il a fait en prolongeant cette guerre, non pas par choix, mais par nécessité, compte tenu des actions menées, c'est de mettre chacun de ses adversaires dans une position très, très précaire. Tous les dirigeants de la coalition des volontaires. Macron, quel avenir a-t-il? Aucun. Starmer, on sait quel est son avenir. Dehors. Et à sa place, un premier ministre encore plus faible, qui ne connaît rien à la défense. Merz, je ne sais pas. S'il continue d'ouvrir la bouche, il risque de ne pas, vous savez, de ne pas survivre au décompte des voix. Mais il est fini. L'AfD est tout simplement en pleine poussée. 42% des Allemands soutiennent l'AfD aujourd'hui. Ce n'est plus une question de savoir s'ils entreront au gouvernement. La question serait de savoir s'ils peuvent gouverner sans avoir besoin de créer une coalition, si les choses continuent comme ça. Donc voilà, Mélanie était le grand espoir. Eh bien, elle aussi est sous pression politique en ce moment pour changer de position sur la Russie. L'Europe est en train de s'effondrer. Économiquement, ils n'ont rien. Militairement, ils n'ont littéralement rien. Il ne se passe littéralement rien chez eux. Ils ne peuvent pas construire une armée. Les Allemands, vous savez, ont fait ce grand truc du genre. On va avoir le 4e Reich, bébé. On va reconstruire notre armée. 800 milliards d'euros. En 2030, on sera prêt à tout déchirer. Il nous faut 400 000 courageux Allemands. On va envoyer des lettres à 300 000 hommes en âge d'être appelés. Et ils vont affluer. On a tout. 532 ont répondu. 532 sur près de 300 000. Les Allemands ne vont pas faire cette guerre. Personne ne va faire cette guerre. Personne ne veut faire la guerre à la Russie. C'est ça, la réalité. Aux États-Unis, on n'a rien. Je veux dire, si vous vous souvenez de 2022-2023, quand ça allait mal, c'était la Russie va larguer une bombe nucléaire sur Kiev. Vous vous en souvenez? C'était de la propagande occidentale. Mais la Russie. Et comment l'Occident a-t-il réagi? Parce que ce sont eux qui ont créé cette histoire. Ils voulaient dire, écoutez, si vous larguez une bombe nucléaire sur Kiev, nous ne répondrons pas avec des armes nucléaires. Non, 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 non. Nous interviendrons avec une puissance militaire conventionnelle écrasante. On va vous botter le cul avec des armes à longue portée tirées à distance. Et on va abattre tous vos missiles. Parce qu'on a des PAC-3, bébé. On a ça. On a tout. On est géniaux. On est formidables. Chris Donahue a même dit en janvier dernier qu'on pouvait prendre Kaliningrad du jour au lendemain grâce à notre supériorité. On est tellement géniaux. Et puis les Iraniens nous ont botté le cul. Et on n'a plus de munitions.
On n'est plus si géniaux que ça. Les États-Unis n'ont rien. On n'a rien. Il faut maintenant revoir notre doctrine nucléaire. On intervient tôt avec des armes nucléaires tactiques, parce qu'on n'a rien. Donc du point de vue russe, c'est eux qui sont aux commandes. Ils doivent simplement maintenir la situation. Ne rien faire de précipité. Il n'y aura pas d'attaque contre l'Europe. Mais là, ils ont pratiquement carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent en Ukraine, parce que l'Ukraine est allée trop loin. Cela restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques jamais commises. Quand ils retrouveront l'officier du renseignement britannique qui s'est réveillé un matin et a dit « Dites donc, mon vieux, je pense que ce serait une bonne idée de peut-être s'en prendre à Whiteberries. » Whiteberries est un détaillant russe en ligne, mais c'est tellement important. 1,3 milliard de dollars d'activité. Si on le fait s'effondrer, l'économie russe s'effondrera et nous serons débarrassés d'eux, mon vieux. Je pense qu'on devrait bombarder Whiteberries. Et Zelensky a répondu « D'accord, Whiteberries. » Et ensuite ils l'ont fait. Et les Russes ont dit pourquoi ce n'est pas une cible militaire. Vous savez, la Russie n'est pas devenue folle quand ils ont commencé à frapper des raffineries de pétrole. Beaucoup de gens pensaient qu'elle aurait dû le faire. Les Russes disaient, bon, vous savez, on bombarde des raffineries de pétrole. Les raffineries de pétrole, c'est la guerre. Il y a eu l'attaque contre des bombardiers nucléaires en Russie. La Russie a dit, oui, mais ces bombardiers larguent aussi des armes conventionnelles contre eux. Donc c'est la guerre. Et les Russes, vous savez, ne sont pas fous. Les Russes sont des acteurs très rationnels. Vous savez, ils se disent, c'est la guerre, on va pas surréagir. Whiteberries? La Russie répond, va te faire foutre. Boum, 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 et c'est terminé. C'est terminé. Les Russes y vont à fond, maintenant. Et personne ne dit un putain de mot. Moi, je veux savoir, où est cet officier du renseignement britannique? Il a pris sa retraite? Non, parce qu'il ne devrait pas ouvrir la bouche. Quiconque a dit « c'est une bonne idée de frapper Whiteberries aujourd'hui », je pense que c'est une bonne chose, on devrait le faire dehors. C'était peut-être la CIA, qui sait, un type qui chic du tabac. Je pense qu'on devrait élargir la liste des cibles pour y inclure Whiteberries, parce que l'économie russe est fragile. Parce que je suis spécialiste en économie, opérateur paramilitaire, et je pense qu'on a bombardé Whiteberries. La Russie va très vite dégringoler. Non. Tout ce que ça a fait, c'est énerver les Russes. Et maintenant, ils ont élargi leur liste de cibles. Je pense que ce serait une bonne idée de commencer à frapper des cibles en mer d'Azov, et peut-être d'étendre ça à la mer Caspienne également, pour démontrer la portée stratégique de l'Ukraine. Les Russes ont dit « ouais, non », et ils ont fermé la mer Noire. Personne ne pensait qu'ils le feraient. Et l'accord sur les céréales, alors? L'accord sur les céréales. La Russie ne peut pas aller contre l'accord sur les céréales. L'accord sur les céréales est sacro-saint. Oh mon Dieu, on ne peut pas aller contre l'accord sur les céréales. Il n'y a plus d'accord sur les céréales. C'est fini. Terminé. Les Ukrainiens sont allés trop loin. C'est précisément ce que la Russie essayait d'éviter. Rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant. Si Poutine n'a pas réagi de manière excessive, c'est parce que si vous faites certaines choses, vous pouvez créer une cohésion qui rassemble des forces qui ne coopèrent pas entre elles. Elles interviennent. Et soudain, peut-être que l'Europe décide d'envoyer des troupes en Ukraine, d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'ouest de l'Ukraine. Ils feront ça. Et ça ne veut pas dire que les Russes perdent, mais ça complique terriblement cette guerre. Or, c'est la dernière chose que Poutine voulait. Donc Poutine a été très bon, très bon. Ce sont les Ukrainiens qui ont commis l'erreur stratégique. Dieu nous en préserve s'ils font tomber le pont de Kerch.
Et il ferait mieux de prier pour qu'aucun de leurs drones ne passe et ne frappe le Kremlin. Vous savez, mais peu importe. Pour les Ukrainiens, c'est fini, là maintenant. Ils meurent. Les gens parlent de la capacité de la Russie à lancer plus de 200 missiles lors d'une attaque à venir. Je ne sais pas. Enfin, ils ont compris que Magyar dit avoir été mal cité. Mais nous savons que les Russes ont la capacité d'en lancer, vous savez, 70, peut-être qu'ils peuvent monter jusqu'à 100. Et si vous ajoutez 5 ou 600 drones, ils peuvent vous envoyer 1000 engins qu'on ne peut pas abattre, parce qu'il n'y a pas de défense aérienne. Ils peuvent faire ça encore et encore et encore et encore.